On continue donc avec la présentation de solutions innovantes et durables au service des territoires peu denses. Et pour ça, je vais accueillir quelques intervenants donc pour parler en fait des deuxièmes grands oubliés en fait de ce texte de loi sur lequel Wimo veut vraiment insister. Ce sont en fait les habitants des zones donc rurales ou périurbaines, dont les seniors font bien évidemment partie. Et donc on va s'intéresser maintenant aux zones donc peu denses avec ces solutions. Nous accueillons Pierre Taillant, ingénieur économiste chez ADEME, l'Agence publique de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour, merci. Olivier Schneider, président de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB. Elle réunit plus de 280 associations et antennes locales pour promouvoir l'usage du vélo au quotidien en complément des transports en commun. Violaine Magnien est bienvenue également, responsable du développement des activités de la société Hatchoum, qui propose aux collectivités un service digital clé en main de covoiturage solidaire rural. Et enfin, Alain Jean, bienvenue, fondateur et président de Réseau Pouce, une société coopérative d'intérêt collectif qui partage et mutualise entre ses actionnaires un dispositif gratuit pour les utilisateurs, une application d'autostop entre voisins. Bienvenue à tous, merci. Alors, je vais commencer directement en vous demandant, Pierre Taillant, de nous faire un constat concernant la mobilité dans les zones peu denses et zones rurales. Bonjour à tous. On est en retard, donc je vais faire un rapide constat qu'on a déjà pas mal évoqué ce matin finalement au fil des interventions et ce sont des points ou des chiffres que vous connaissez, mais je vais quand même rappeler certains points pour les avoir en tête. Alors parler des territoires peu denses, c'est pas un cadeau que vous me faites. On a affaire bien sûr à des territoires très hétérogènes. Très variés, très divers, des densités de population très diverses, des densités d'habitat très diverses aussi, plutôt dispersées, mais il y a des caractéristiques variées, des distances à des services du quotidien qui peuvent varier aussi selon les localisations, et des types d'activités dominantes. Puisqu'on parle de mobilité, on parle de déplacement, derrière tout ça, il y a des activités, des organisations de ces activités. Et peut-être j'y reviendrai. Et d'une manière générale, enfin, j'aime bien parler et renvoyer au géographe Christophe Guilluy, que vous devez connaître peut-être, sur cette France périphérique. Hein, c'est tout finalement ce qui est plus ou moins en dehors de l'influence d'un pôle urbain. Hein, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, c'est élastique, voilà, c'est en dehors de tout ce qui est polarisé, quoi, on va dire. Donc le portrait robot, pour faire vite peut-être, des habitants de ces zones, du périurbain, du rural, d'une manière générale, c'est 35% de la population, hein, nous dit l'INSEE, c'est plus d'un tiers, c'est un gros tiers de la population. Ce sont, pour faire le lien avec la table ronde précédente, des habitants plus âgés que la moyenne de la population ou des centres urbains des métropoles qu'on peut trouver. Des revenus plus modestes, des revenus inférieurs, là aussi, à la moyenne française. Et un habitat, on parlait du rôle de la fonction de l'habitat, plutôt en maison, plus ou moins dispersée. Après, vous connaissez les autres caractéristiques. On est plus éloigné des emplois, on est plus éloigné des services du quotidien que dans les zones urbaines plus denses. La moyenne des déplacements domicile-travail, c'est plutôt dans les 20 km, alors que dans les aires urbaines, on est entre 10 et 15 km. Voilà le premier point. Bien sûr, on l'a dit, une mauvaise desserte des transports collectifs. Alors quand je dis mauvaise, c'est un manque de régularité, c'est des disparités entre la semaine et le week-end, c'est des disparités à l'intérieur de la journée, entre le début de journée, le creux du milieu de matinée et la reprise de fin d'activité du soir, ce genre de caractéristiques. Donc les déplacements en transport en commun, c'est assez faible, c'est entre 5 et 10%, voilà. Et donc, une forte dépendance à la voiture qui représente 70-75%, parfois plus, des déplacements. Une voiture qui est âgée par rapport à la voiture qu'on peut trouver dans le parc moyen français.
Si je caricature, c'est un vieux diesel, pour dire les choses un peu l'image cliché, c'est un vieux diesel qui consomme et qui pollue. Donc un déplacement, je suis à l'ADEME mais je vous parle de l'impact environnemental, un déplacement dans ce type de territoire, en gros, va avoir un impact environnemental 2 fois plus important qu'un déplacement moyen, tout le monde confondu, hein, bien sûr, un déplacement moyen sur le territoire français. Donc voilà, ce rôle central, et je vous renvoie, je ne vais pas répéter ce qui a été dit dans la table ronde précédente. Donc un fort taux de motorisation, un fort lien et un fort taux de détention du permis de conduire aussi, mais malgré tout, on a au moins 10% des ménages qui sont sans véhicule, qui ne sont pas motorisés. Parfois c'est plus, c'est toujours pareil, je vous donne des chiffres moyens, donc voilà, qui sont sans solution motorisée de voiture et qui vont entièrement dépendre du transport en tant que passager d'autres véhicules motorisés ou de la marche ou du vélo. Bien sûr, on a un coût de cette voiture-là qui est plus important que dans le budget des ménages et des familles, qui est plus important que la moyenne nationale. Ça, en moyenne, on va dire qu'on est à 18%, 18-20%, c'est déjà 4 ou 5 fois plus que le budget de la voiture dans une famille moyenne française. Parfois c'est beaucoup plus. Et si on ajoute le coût de l'énergie et du logement, on monte à des taux parfois très importants dans le budget des ménages. C'est 30, c'est 40, c'est parfois 50% de coût du budget énergie, logement et mobilité dans ces types de territoires. Donc, bien sûr, ça va être, toute la problématique, ça va être de capter, d'identifier ces situations, soit de précarité déjà installées, qui sont parfois plus facilement repérables par les prescripteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, mais c'est aussi identifier toutes les vulnérabilités, c'est-à-dire ceux qui vont être vraiment sur la ligne de crête et qui ne vont pas pouvoir faire réparer leur voiture si elle tombe en panne et qui, si ils ont un incident de santé, une fracture même mineure, vont être immobilisés de manière très brutale. Et ces phénomènes sont encore plus accentués chez les publics plus âgés. Attention, la marche, c'est le deuxième mode de déplacement dans ces territoires peu denses, c'est parfois plus de 20%, hein, 20-25%. Les déplacements sont courts, là aussi, hein, c'est des déplacements inférieurs à 1 kilomètre souvent, donc la marche peut avoir à son utilité. Par contre, elle n'est pas organisée, je rejoins ce que disait, je crois, Éric Charéron tout à l'heure sur les difficultés d'organiser ces déplacements. Et donc, d'une manière générale, pour conclure ce panorama, c'est un territoire quotidien finalement avec une accessibilité réduite. Hein. C'est un territoire qui est voilà, plus ou moins variable en termes de taille, qui se réduit, qui va un petit peu à l'encontre de cette injonction qu'on a aujourd'hui. Il faut être mobile, agile, rapide, etc. Donc là, on rebat un petit peu les cartes à l'envers là-dessus. Et donc, on pourrait développer, mais on n'a pas le temps. Mais donc, on voit des comportements de restriction, hein, de mobilité, des stratégies de contournement, des stratégies d'apprentissage, d'adaptation, quel que soit le motif, que ce soit pour l'accès à l'emploi, que ce soit pour les services du quotidien, visiter sa famille ou des sorties culturelles. Et donc, voilà, cette présence permanente de ces fragilités qui peuvent mettre un coup d'arrêt parfois beaucoup plus brutal qu'en zone urbaine à cette mobilité quotidienne. Très bien, merci Pierre Taillant. Donc maintenant qu'on a bien fait le tour, ce panorama, comme vous dites, des problématiques en zone peu dense, nous allons donc découvrir les solutions qui sont mises en place. Je vais commencer par la solution proposée, par écouter FUB avec Olivier Schneider. Bonjour. Alors la FUB, c'est la Fédération des usagers de la bicyclette. Nous ne sommes pas le syndicat qui défend les 3 millions de personnes qui se déplacent tous les jours à vélo, mais nous sommes bien une association dont le plaidoyer, c'est de rendre accessible la solution vélo à toutes et à tous,
à tout âge, dans tout territoire, partout en France. Parce que le constat, c'est qu'aujourd'hui, le vélo, il est réservé à une élite qui a 30 ans, qui habite en ville, même en centre-ville, et souvent des hommes qui ont peu de contraintes, alors que le développement du vélo serait vraiment bon pour l'intérêt général, pas uniquement pour l'intérêt de la personne qui se déplace de manière bon marché et bonne pour sa santé, mais pour l'intérêt général. Et si je commence à vous énumérer tous les avantages du vélo, vous allez me faire interner dans un hôpital psychiatrique, mais ça va de... Il y a évidemment zéro émission de gaz à effet de serre, pas d'émission non plus de polluants atmosphériques, réduction du bruit, amélioration de la sécurité routière, mais aussi justement potentiellement le fait que ce soit le seul mode de transport individuel efficace, accessible de 7 à, je ne sais pas ce qu'on dit maintenant, 107, 97 ans, en tout cas bien au-delà de 77 ans. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a à peine 2,7% des déplacements qui se passent à vélo. Alors que, selon les chiffres INSEE qu'on prend, alors soit c'est 57% de tous les déplacements qui font moins de 8 km, soit c'est 75% des déplacements quotidiens. Aujourd'hui, on n'a que 2,7% qui se font à vélo. Donc, il ne s'agit pas de dire que dès demain, tout le monde, partout, doit faire du vélo, mais se poser des questions de comment faire en sorte qu'il y ait davantage de déplacements à vélo. Et le plan vélo qui a été annoncé par le Premier ministre lui-même le 14 septembre à Angers vise à ce que, en France, d'ici les Jeux Olympiques, d'ici 2024, la part modale du vélo soit triplée, soit atteindre 9%. Mais moi, cet objectif-là ne me satisfait pas pleinement, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire en sorte qu'il y ait 3 fois plus de vélos, là où c'est déjà facile de se déplacer à vélo. Quelqu'un qui peut déjà prendre le métro, qui est juste un peu serré, et qui prend le vélo par commodité pour ne pas être serré dans le métro, ça a un moindre intérêt général, pour la personne ça a un grand intérêt, mais qu'une personne âgée ou une personne exclue ou une personne dans une zone peu dense qui était condamnée à la voiture et qui, à un moment, soit à cause du prix des carburants, soit à cause d'une panne de voiture, soit à cause de l'âge ou du handicap qui font que tout à coup on est exclu de la voiture, qui du coup sont dans un dualisme entre l'immobilité, le fait d'être assigné à domicile, et un autosolisme qui coûte cher et qui est désagréable, qui est peu social, etc. Donc je pense que sur les objectifs, la FUB, qui a co-construit le plan vélo pendant les assises de la mobilité, moi ça me gêne pas trop, à vélo on est assis aussi, même si on pédale, de dire les assises, non mais je plaisante évidemment, mais c'est vrai que il y a un grand problème dans la société française qui est la sédentarité. Justement à propos des assises, on parle de différents coûts, hein, du coût de l'insécurité routière, du coût du tabagisme ou autre. La sédentarité en France, ça grandit chaque année, c'est 65 milliards d'euros et personne ne fait rien. Alors que créer les conditions pour que chacune et chacun puisse faire une partie de ses déplacements. Alors on focalise souvent sur le domicile-travail, on dit dans les milieux peu denses, les déplacements sont longs, comme vient de le dire le représentant de l'ADEME. Néanmoins, heureusement, dans les déplacements du quotidien, on a d'autres déplacements que uniquement le domicile-travail. Certains d'entre eux, ceux qui font de 1 à 7 km, si on crée les bonnes conditions, si on accompagne les solutions comme les pistes cyclables, comme l'acquisition de vélos assistance électrique, le stationnement sécurisé, une grande partie d'entre eux pourraient être faits à pied à vélo. Et du coup, on pourrait avoir accès à tous ces bénéfices, y compris en zone moins dense. Aujourd'hui, il y a une vraie crispation. J'étais avec Elisabeth Borne à Saint-Léger-les-Mélèzes au congrès de l'Association des maires ruraux de France. Et donc, on s'était un peu mis d'accord pour que je pose à un moment une question, puis pour que la ministre dise oui, le plan vélo c'est aussi pour les milieux ruraux, etc. Et on a dû changer notre fusil d'épaule parce que à tous les coups que le mot vélo était prononcé devant la salle, il y avait des huées. J'avais jamais vu ça. Et donc, il y a un vrai problème aujourd'hui quand on prononce le mot vélo dans les zones moins denses. Les gens disent, mais c'est n'importe quoi, c'est pas la solution.
vous voulez nous faire gober la hausse des carburants, le 80 km/h, le nouveau contrôle technique, etc. En nous proposant des solutions qui viennent de Paris, qui ne sont pas adaptées à mon territoire, à l'attente de mes habitants. Et c'est vrai que quand on a fait la grande enquête Parlons Vélo, pendant les assises de la mobilité, avec 113 000 réponses, bien que le questionnaire soit costaud, on a eu 92% des répondantes et des répondants qui disent aujourd'hui les conditions ne sont pas réunies pour les enfants, pour les personnes âgées. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est, et je me réjouis qu'on soit aujourd'hui là avec tous les partenaires de WeMove, c'est construire ensemble, comme pour la Silver Eco, construire tous ensemble le système vélo. Il ne faut pas tout attendre des collectivités, tout attendre de l'État, tout attendre de tel ou tel partenaire, ou attendre que par miracle demain tout le monde prenne son vélo et pédale. Non, il faut que tous ensemble, on apporte chacun et chacune notre pièce, et c'est comme ça qu'on construira un système vélo inclusif et pertinent pour que, sans forcer personne, cette possibilité-là soit ouverte. Très bien, merci Olivier Schneider donc pour ce développement de mobilité possible avec le vélo. On va maintenant entendre Violaine Magnien pour nous présenter la solution chez Atchoum. Bonjour, merci. Oui, Atchoum, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire dont le siège est basé dans le Var. J'ai fait un petit peu de route pour venir vous voir, c'est un plaisir. Atchoum, c'est d'abord une entreprise sociale. Je ne vais pas revenir sur tous les freins liés à la mobilité en milieu rural parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin. Vous les connaissez et ils sont particulièrement notables pour les seniors, mais aussi pour les jeunes qui sont en recherche d'opportunités en termes d'emploi ou de formation. Donc il y a déjà énormément d'études qui ont été menées depuis plusieurs années, notamment à l'époque des assises. Cette étude complémentaire aujourd'hui, elle est extrêmement importante pour nous les opérateurs pour pouvoir confirmer un constat qui est vraiment catastrophique. Atchoum, comment ça fonctionne? Très simplement. C'est d'abord l'abonnement de la collectivité territoriale, la commune ou l'intercommunalité qui porte la responsabilité sur les questions de mobilité. Donc la commune s'abonne auprès de l'opérateur, donc Atchoum, et à partir de là, Atchoum, on peut déployer, alors on parlait de la nécessité de l'information, on déploie un ensemble de processus de communication sur le village ou sur l'intercommunalité, donc je vous parle vraiment d'un territoire restreint, et je pense que la solution aussi, elle se trouve en local. Par voie de presse, Facebook est quand même quelque chose d'assez usité aussi au niveau de certains usagers concitoyens communaux ou intercommunaux sur les villages. C'est des moyens de communication qui sont quand même assez usités. Affichage à l'entrée et à la sortie du village, déploiement de flyers dans les commerces locaux et énormément de présence d'Atchoum sur le territoire au moment de l'implantation pour accompagner la prise en main du dispositif. Alors le dispositif, il est très simple, il est aussi conçu pour essayer de lever les freins, notamment au niveau des personnes âgées. L'idée, c'est rien d'innovant en fait. L'intermédiation numérique, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant 10, 15 ans. Blablacar l'a fait avant nous. On a une plateforme internet avec une application téléphonique où on met en lien les gens qui ont un véhicule et du temps disponible à offrir et des gens qui ont un besoin de mobilité. Le tout sur un même territoire. L'innovation, elle est vraiment au niveau social chez Atchoum. L'idée, c'est qu'on a également une plateforme téléphonique. Plateforme téléphonique qui est basée à Dijon, qui est également une entreprise d'économie sociale et solidaire d'insertion, et qui va nous permettre de lever le frein sur les gens qui sont réfractaires au numérique. Alors voilà, ça se passe, soit on est mis en lien par le biais d'une personne au téléphone, soit on est mis en lien directement via l'algorithme de la plateforme, et la personne, donc le conducteur Atchoum, vient vous chercher chez vous à votre domicile. Donc la question, c'est aussi de lever le problème du dernier kilomètre. Vient vous chercher chez vous, au niveau de votre domicile, dans le hameau éloigné du centre-bourg, pour aller, je ne sais pas, chez le dentiste, qui se situe à 15 km dans un autre bourg. L'intermédiation se fait, il n'y a pas d'échange d'argent dans le véhicule, soit l'échange d'argent se fait au niveau de la plateforme, soit on a des tickets de transport qui sont disponibles à la mairie, au CCAS, où la personne qui est également réfractaire à la question de payer en ligne, parce que c'est aussi un frein, on ne sait pas tellement à qui on donne finalement son code de carte bleue, peut bénéficier de ce mode de paiement qui sécurise aussi les personnes. Encore une fois, l'idée est de lutter contre tous les freins. Donc une fois qu'on a dit ça, il resterait encore beaucoup de choses à dire. Il y a quand même un petit échange économique entre la personne qui est transportée et la personne qui transporte. L'idée, c'est que les conducteurs Atchoum, ils puissent également être couverts sur l'usure du véhicule, le prix du carburant, et il y a une petite participation forfaitaire entre 0,25 et 0,35 du kilomètre, selon la distance qui est parcourue. L'idée, c'est pas de générer un complément de retraite, hein. On est bien sur un engagement solidaire du conducteur sur son territoire. C'est juste
de couvrir les besoins qui sont engagés. Une fois que l'intermédiation a eu lieu, si les personnes souhaitent se remettre en contact d'une autre manière, nous, l'idée, c'est vraiment de créer du lien social sur les territoires et de favoriser des impacts qui soient positifs. Alors, écologiques, on l'a vu, c'est quand même des déplacements qui sont particulièrement polluants. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler sur la fin de l'autosolisme, même en milieu rural. Pour habiter en milieu rural, je peux vous dire que c'est extrêmement tenace comme pratique. Des impacts positifs sur le plan économique. L'idée, c'est aussi de revitaliser les centres-bourgs, de travailler à l'attractivité de nos territoires, de pouvoir rendre des commerces accessibles, des services de santé paramédicaux accessibles pour des praticiens qui ont des problèmes avec la disponibilité de leur patientèle. Ça, c'est vraiment des retours qu'on a sur le terrain très très vifs. Et puis évidemment, un impact social majeur où l'idée c'est de recréer aussi un climat de confiance avec son voisin, avec la personne qui habite à côté de chez soi, avec qui on va pouvoir avoir un premier niveau de service, mais que derrière on espère que d'autres relations vont pouvoir se tisser sur de l'échange de services et de solidarité. Voilà, moi ce que je voudrais dire également, c'est que ça ne fonctionne pas si on ne travaille pas le changement des comportements. Et le changement des comportements chez Hatchoum, l'idée c'est de vraiment, quand la collectivité s'abonne, de ne pas en rester là et de proposer un groupe de travail local qui va réunir toutes les parties prenantes, donc collectivités, usagers, passagers, conducteurs, aussi associations locales, parce que des fois nous on arrive sur des territoires où il y a déjà des associations en place qui font un travail d'orfèvrerie sur la mise en relation passagers-conducteurs, à coup de bénévoles qui sont au téléphone à mettre en lien monsieur, madame, et ça c'est vraiment, en général, j'étais au congrès famille rurale à Rodez il y a un petit moment maintenant, ça nécessite un ETP, un temps de travail plein, tous les jours, 5 jours sur 7, donc ça veut dire que le week-end c'est pas assuré, pour pouvoir répondre à ce service d'intermédiation manuel, artisanal, mais qui est fondamental. Donc nous, à Hatchoum, quand on arrive, s'il y a déjà des choses sur le territoire qui sont mises en place par les associations, l'idée c'est de ne pas se mettre à la place, mais de bien se mettre là où il y a des trous dans la raquette. Donc voilà. Et on accompagne la question de ce groupe de travail local en permettant aux gens de réfléchir eux-mêmes leur diagnostic de mobilité, de réfléchir eux-mêmes les nécessités en termes de flux, l'existant, appel aussi à la capitalisation d'informations en termes de droit à la mobilité, et de mettre tout ça au cœur, et que les gens se réapproprient les questions de mobilité, parce que pour nous, c'est vraiment un intérêt collectif majeur qui doit être coporté par les opérateurs, mais également par le public. Et là, je dirais juste un dernier point promis. Nous, ce qu'on repère, c'est vraiment, et ce que vous disiez tout à l'heure m'a fait beaucoup plaisir sur ce que vous avez vécu avec la ministre dans le congrès des maires ruraux, c'est de dire que nous, aujourd'hui, ce dont on a besoin en tant qu'opérateurs, c'est finalement d'élus qui soient formés, qui soient informés, des gens qui soient informés de ce que peut faire l'économie sociale et solidaire en termes de levier de développement et d'innovation sociale pour les territoires, et que ce soit par exemple des têtes de réseau comme WeMove qui puissent nous aider à porter dans les territoires, au niveau local, au niveau micro-local, cette façon de concevoir aujourd'hui la mobilité alternative. Merci. Merci Violaine Magnien d'avoir aussi appuyé sur ce point de la formation et de l'information. Pour terminer, nous allons entendre Réseau Pouce avec Alain Jean. Quelle est votre solution ? Alors, Réseau Pouce, ça a été créé par une association de collectivités. Au début, j'étais élu en 2010, et on a mis ça en place il y a pas loin d'ici, à 70 km, à Moissac, avec une dizaine de communes, et ça s'est développé. Donc c'est un dispositif de réhabilitation de l'autostop. Et donc on a travaillé sur les freins qu'il y avait pour faire que l'autostop devienne un mode quotidien de déplacement, de faire appel aux autres personnes, aux chauffeurs qui passaient. Et surprise, ça marche très bien. Le temps d'attente moyen, c'est de 6 minutes. 50% moins de 5 minutes, 90% moins de 10 minutes. La difficulté, c'est d'amener les gens à faire de l'autostop, à lever les freins. Donc pour cela, on a développé des arrêts sur le pouce, on a développé des panneaux qui indiquent la destination, qui sont faisables sur le site et sur l'espace personnel. Mais on a développé aussi une application de mise en relation par géolocalisation. Je suis là, je vais là,
tiens oui, je vais te prendre. Et ça se développe essentiellement auprès de groupes, des lycéens avec leurs parents, des groupes sportifs, des gens qui ont la même activité culturelle. Et donc, entre eux, ils utilisent le dispositif qui est complètement gratuit. Et comme pour Hatchoum, ce sont des collectivités qui permettent à notre dispositif de fonctionner, c'est-à-dire d'avoir un site, d'avoir l'application, d'avoir des outils de communication qui sont utiles sur les territoires, qui sont utiles aux associations locales, qui sont utiles aux élus locaux. Et à la demande des collectivités, nous avons aussi développé avec Covivo une plateforme de domicile-travail, parce que sur des territoires ruraux, là aussi, c'est pas une grande entreprise qui va mettre en place du covoiturage, c'est l'artisan, le coiffeur qui peut faire le covoiturage avec l'infirmière ou avec la personne qui travaille à la banque ou simplement avec l'agriculteur ou la personne qui travaille chez l'agriculteur. Donc, essayer de travailler sur des plateformes très localisées. Et là, je rejoins complètement ce que disait Monsieur Gibelin en début de réunion, c'est le dernier kilomètre. Nous, la moyenne, c'est 15 km. Réseau Pouce est déployé partout en France. Nous avons plus de 1500 communes qui ont mis en place le dispositif et dans quelques mois, on passera largement les 2000 communes. L'Hérault est en train de mettre le dispositif sur la totalité du département avec Réseau Pouce, Réseau Pro et Réseau Senior, qui est aussi une plateforme, je ne vais pas reprendre la description de Violaine, mais ça ressemble beaucoup à cela. Et simplement, nous, on est très implantés sur les territoires, très implantés auprès des associations, des relais locaux. Nous avons tout le temps un référent sur chaque territoire qui porte le dispositif, qui fait l'information et qui travaille là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que dans les zones rurales, il y a encore beaucoup de zones blanches. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont très réservées par rapport au téléphone ou au smartphone. Et fonctionner en faisant de l'autostop avec simplement son panneau, ça marche très bien et c'est très efficace. Sur les modes informatiques, il faut ce qu'il y a à ce qu'on appelle la masse critique. Et ça, c'est assez compliqué à obtenir. On le voit bien, nous, sur l'application, ce qui marche bien, c'est les petits groupes. C'est pas la masse globale. Alors peut-être qu'on y arrivera, tant mieux si on y arrive et on fait tout pour y arriver. Mais quand vous faites simplement de l'autostop avec votre panneau, vous avez aussi beaucoup de gens qui s'arrêtent, et même des personnes qui s'arrêtent en disant oh ben nous on prend jamais d'autostoppeur, mais vous on vous prend. Moi ça m'est arrivé des dizaines de fois, et ça n'a rien à voir avec le genre ou avec l'âge ou autre. Moi je fais partie des seniors depuis quelques années déjà, et je peux vous garantir que ça fonctionne très bien. Après, bon, les personnes qui sont dépendantes, etc., qui ont beaucoup de difficultés, c'est un autre domaine, et on fait plus appel à des chauffeurs volontaires et solidaires, comme ça a été dit. Donc voilà le dispositif de Réseau Pouce. Nous sommes effectivement une société coopérative d'intérêt collectif. Nous n'avons pas comme objectif de faire de l'argent, mais surtout d'aider les collectivités à le mettre de la façon la plus efficace possible sur les territoires. Mais là, je pense qu'on se rejoint tous sur ce domaine-là, et tous, puisqu'on travaille sur un domaine qui est quand même très léger. Je voudrais finir en parlant de... On a parlé des aides financières pour l'augmentation de l'énergie. Mais flûte, j'aurais préféré entendre de dire qu'on donnait 25 € à ceux qui covoituraient. Parce que là, on multipliait par 4 l'efficacité. C'est-à-dire que, au lieu de donner de l'argent pour réduire le coût de l'essence, ben non, on se met à 2 ou 3 par voiture et on le réduit par 2 ou par 3. Et puis, si on pousse le covoiturage, le covoiturage, parce que c'est souvent là où on en a besoin, c'est partager la mobilité, et si on retient quelque chose, partager la mobilité est quand même l'essentiel de tout ce qu'on cherche à faire et ce qu'il faut faire.
Le changement comportemental, la transition de comportement est quelque chose de fondamental et on ne le fera pas par du digital, on le fera par de l'humain, avec WeMove, avec Atchoum, avec nous, mais aussi avec tous les acteurs du territoire, et y compris ceux qui ne sont pas sur le covoiturage, le vélo, enfin tous les acteurs qui essayent d'apporter de la mobilité sur ces territoires. Merci beaucoup Alain Jean. Merci, on a donc vu 3 solutions donc pour la mobilité en zone peu dense. Pierre Taillant, dites-nous comment on peut permettre à ces initiatives de changer d'échelle, c'est-à-dire de passer d'une logique de transport à une logique de mobilité pour permettre à tous les publics finalement de pouvoir accéder à cette mobilité et bien sûr prioritairement les plus précaires et fragiles. Bon, il n'y a pas de recette miracle, hein. Je crois qu'on voit bien les initiatives qui peuvent émerger sur ces territoires, mais peut-être quelques constats. Hein. On regarde ce qui se fait, on regarde où sont les difficultés, on regarde ce qui marche. Moi, ce que je constate, c'est que là, on a des solutions sur ces types de territoires qui partent du terrain. Hein, on n'a pas une solution qui arrive clé en main et qui se dit je vais me déployer, je prends la carte de France et je vise les trous dans la raquette et je vais me mettre ici ou là. Non, on a vraiment des solutions qui partent sur le terrain. Le schéma classique, on parle beaucoup du monde des startups, de la mobilité, du numérique, etc. Sur ces territoires, ça les intéresse pas du tout, a priori. Hein, une startup, elle cherche à tester le plus rapidement possible des modèles d'affaires dont ce qu'il lui faut, on l'a dit, c'est de la masse critique. Donc quand on a affaire à des petits territoires plus ou moins enclavés, plus ou moins montagnards, plus ou moins vallonnés, etc., non, pas trop pour ce type de solution basée plutôt sur du numérique, etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça c'est un premier constat. Une des premières voies, je crois que ça a été évoqué, la création de réseaux pouces, c'est voilà, des regroupements de communes. On cherche à créer cette taille, cette mise en commun des problématiques pour trouver des solutions. Donc là, vraiment, on partage ces constats, on part du terrain. Là aussi, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais pardon, il faut poser les problèmes, quoi. Un territoire, on a tendance à dire, moi je dis souvent, chacun est expert de sa mobilité. Hein, chacun est expert de sa mobilité parce que vous pouvez justifier votre programme de mobilité quotidien que vous appliquez à peu près tous les jours. Vous pouvez le justifier avec vos arguments et vos arguments ils sont forcément valables parce que ce programme est satisfait et performant, vous le déployez depuis des années, etc. Si on transpose ça à l'échelle d'un territoire, les territoires qui vont se regrouper vont partager leur expertise. Déjà territoriale, et pas que sur la mobilité. Encore une fois, on l'a dit, et je relance aussi un appel, décloisonnons les problématiques, décloisonnons le monde de l'emploi, décloisonnons les problématiques d'emploi, décloisonnons les problématiques de mobilité, et décloisonnons la manière dont on fait ces diagnostics. J'ai évoqué tout à l'heure dans l'image, dans la photographie qu'on peut avoir des territoires, la problématique de la localisation, la problématique de si on prend ou pas l'habitat dans le budget du ménage, etc., etc. Donc, ouvrons un petit peu tout ça, trouvons alors, ça paraît évident ce que je dis, hein, mais il n'y a pas de recette miracle, sinon ça serait trop simple. Mais les voies de solution, ou en tout cas les solutions qui marchent, montrent qu'elles procèdent de cette manière-là. La problématique du diagnostic est un vrai sujet, un gros sujet difficile. Comment repérer les publics précaires, déjà installés dans une précarité économique, sociale, énergétique, on l'a dit. Il y a des prescripteurs, il y a des acteurs locaux qui les repèrent dans les mécanismes classiques, mais il y a beaucoup aussi d'invisibles, et je reviens sur cette notion vraiment de la vulnérabilité. Vraiment, c'est éviter que ces publics basculent dans une situation où ensuite ils vont être verrouillés dans une difficulté. Donc voilà,
à l'ADEME, on essaye de porter des solutions de diagnostic. La semaine prochaine se tient à Bordeaux, on reste dans le sud-ouest, le colloque national de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Et je vous invite à y participer, où j'animerai un atelier sur la mobilité et la précarité énergétique. Et on vous présentera des outils de diagnostic territoriaux qu'on va un petit peu remettre à jour et qui seront mis à disposition gratuitement auprès des collectivités au second semestre 2019 si tout va bien. Et j'insiste sur cette mission d'aide au diagnostic. Et nous recherchons là aussi encore un appel, je distribuerai des cartes à la sortie, des collectivités un petit peu pilotes pour tester cet outil de localisation de la précarité et des vulnérabilités, que ce soit énergie, logement ou habitat. Je passe très rapidement sur les notions de gouvernance aussi locale. Vous les avez évoquées, d'intégration des solutions dans les solutions déjà existantes. Ça va de soi. Il faut venir combler les maillons de la chaîne manquants et bien sûr l'animation de tous ces acteurs est capitale. Le faire savoir. Moi, je dirais, il faut institutionnaliser la communication au niveau des relais que vous cherchez. On voit bien, vous passez par les mairies, par les sources officielles pour créer la confiance. Blablacar sur le covoiturage longue distance, ils ont testé des modèles économiques, ils ont testé à lever le verrou de la confiance. C'est ce que vous faites et c'est ce que vous devez faire aussi d'une autre manière, avec d'autres critères, avec d'autres solutions sur ces types de territoires-là qui sont complètement différents de la longue distance. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup donc pour ces constats. Alors effectivement, comment permettre donc à toutes ces initiatives de changer d'échelle? Eh bien justement, nous allons découvrir l'expérimentation qui est lancée par WeMove sur un territoire à mobilité inclusive. C'est la première circonscription du Maine-et-Loire qui a accepté d'en être le laboratoire en 2019 pour faire face aux difficultés de mobilité en zone peu dense. Le député de la circonscription, monsieur Mathieu Orphelin, est retenu sur le projet de loi finance. Alors spécialement pour vous, voici son message pour nous présenter la future expérimentation. La voici en vidéo. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui à Toulouse. J'aurais aimé vous parler d'une expérimentation enthousiasmante que nous allons lancer dans quelques mois avec WeMove et la FUB pour développer des solutions de mobilité innovantes dans les territoires peu denses. Je suis député de la première circonscription du Maine-et-Loire qui est en sorte une petite France. Vous avez Angers, la métropole, très active, et puis tout le haut de ma circonscription, des petites communes très peu denses, quasiment sans aucune solution de mobilité alternative à la voiture. Et donc il faut qu'on gagne ce défi de la mobilité inclusive, de la mobilité pour toutes et toutes, d'abord dans ces territoires. Et nous allons lancer avec WeMove et la FUB une opération pour aller identifier tous ces besoins de mobilité dans ces petites communes de 2000, 3000, 4000, 7000 habitants, les Hauts d'Anjou, Châteauneuf-sur-Sarthe, cartographier ces besoins et imaginer ensemble avec l'ensemble des acteurs, avec tous les élus locaux, avec tous les acteurs de la mobilité, de la solidarité, les acteurs économiques aussi, imaginer des nouvelles solutions de mobilité dans ces territoires ruraux. Donc on va mettre beaucoup d'énergie là-dedans. On vous attend tous à Angers et dans le Nord Anjou pour vous faire découvrir tout ça et j'espère des très beaux résultats dans les prochaines semaines. À très bientôt et bon courage d'ici là. Alors, si vous avez quelques questions, là, à chaud, pareil, n'hésitez pas à les poser. Merci à tous pour vos présentations. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir maintenant? Bien sûr, vous pourrez parler après avec... Oui, une personne dans le fond de la salle. On vient vous porter un micro, donc pareil, si vous pouvez vous présenter avant de vous exprimer, merci. Ouais, bonjour à tous, donc Robin Prémaillon, je travaille aussi, je travaille pour WeMove sur la Nouvelle-Aquitaine.
Et on se pose beaucoup de questions justement sur la mobilité des territoires ruraux avec les équipes. Et en fait, je souhaitais juste vous ajouter quelques éléments de diagnostic, puisqu'on en a parlé, c'est hyper important pour faire remonter aux différents partenaires de terrain qu'on a pu voir ces derniers mois de travail. Alors, d'une part, c'est vrai qu'on en a peu parlé. Ce qui est frappant sur les territoires ruraux, c'est que tous les petits déplacements, aller chercher le pain, par exemple, se font beaucoup avec la voiture, puisqu'il n'y a pas de contraintes. Donc là-dessus, il y a l'intérêt des plateformes WeMove, il y a un vrai levier de travail sur les façons de faire, puisque on se rend compte que 80% des petits déplacements se font directement en voiture, alors que ça pourrait être évité. On n'a pas évoqué non plus l'aspect de la deuxième voiture, qui est assez important sur les territoires ruraux. On a beaucoup de ménages, même des fois des ménages en difficulté, qui vont utiliser la logique plutôt dès qu'ils le peuvent, dès que leurs moyens financiers le permettent, d'acquérir un deuxième véhicule, plutôt que d'essayer de travailler sur des solutions, d'organiser sa mobilité. Ouais. Voilà. Donc ça aussi, c'est peut-être un frein, un levier à développer. Et puis, dernier élément qui est intéressant, je pense, on a également, pour faire le lien avec les publics seniors, on a aussi des seniors qui vont de moins en moins utiliser leur véhicule, par exemple des personnes qui ont perdu leur conjoint et qui ont un véhicule qui dort dans le garage. Et ça, c'est pareil, on s'est aperçu que ça pourrait être un levier très intéressant au niveau du covoiturage, au niveau du partage de véhicules, de réutiliser tous ces véhicules qui dorment, qui ne sont pas utilisés. Donc voilà, c'est pareil, au niveau de termes de petites innovations qui pourraient être mis en place, c'est un levier potentiel qu'on voit sur le territoire. Effectivement, on parle beaucoup d'optimisation des espaces aussi inutilisés, mais également pour la mobilité des véhicules inutilisés. Merci pour ces précisions. Peut-être un petit mot de chacun pour conclure sur ce qui vient d'être dit justement, et on voit toute l'importance de comment on peut mieux informer, être mieux au courant des solutions. Les solutions, le vélo en offre beaucoup, et la LOM va permettre de concrétiser ce qui a été annoncé le 14 septembre sur le plan vélo. Néanmoins, il y a encore des pistes d'amélioration. Là, on parle de primes, de super primes, etc. pour la conversion, c'est-à-dire passer d'une voiture à une voiture un peu moins polluante. Et il n'y a pas, on vient de l'évoquer, là où il y a un réel gain de pouvoir d'achat, c'est quand il y a une démotorisation éventuellement partielle, passer de 3 voitures à 2 voitures, de 2 voitures à 1 voiture. Et là-dessus, le passage au vélo ou au vélo assistance électrique ou au vélo cargo assistance électrique est essentiel. J'en ai pas parlé beaucoup, mais ça gomme tout ce qui est ces freins potentiels au passage au vélo. C'est pas pour moi, je vais être en sueur, je vais pas y arriver, etc. Et donc je pense, sans s'y résumer quand même, que le retour d'un bonus VAE, notamment peut-être avec des conditions plus faciles pour les zones moins denses, et l'ouverture de la prime à la conversion également à la démotorisation, que ce soit passage au transport en commun, passage à de l'autopartage ou du covoiturage mais régulier, ça fait vraiment partie des réponses qui doivent être apportées par rapport aux mobilisations de ces jours, voilà, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui quand même, ça nous donne un moment où on est écouté en tant que personne qui apporte des solutions, et il faut penser à toutes ces solutions alternatives plutôt que de se contenter de revenir à la situation d'avant, c'est-à-dire à une situation où on arrive à faire le plein mais que ça grève beaucoup le portefeuille. Merci. Un mot pour conclure également ? À Tchoum, nous participons à l'invitation de la délégation interministérielle au numérique à une réflexion autour de la preuve du covoiturage, puisqu'apparemment dans la LOM, il y aurait des incitatifs qui vont être mis en place. Voilà, pour dire que, en effet, c'est des leviers d'action qui vont nous permettre d'avancer. Les choses vont être beaucoup bousculées pour les opérateurs avec la sortie de la loi. On espère déjà être assez bien adaptés sur les territoires et déjà être actifs. Mais en effet, la sortie de la loi va pouvoir nous donner un petit peu plus de grain à moudre pour être plus présents sur les territoires auprès de ces problématiques. Merci Violaine. Et Alain, pour terminer également. Oui, moi je pense qu'il faut surtout travailler l'intermodalité
travailler avec les transporteurs publics, c'est-à-dire que dans les bus, il faut parler de l'autostop qu'ils peuvent trouver en fin de ligne, ils peuvent expliquer qu'il y a du covoiturage, etc. Il faut absolument que les transporteurs, et là je m'adresse à vous évidemment, mais aussi aux autres, qu'il y ait une vraie collaboration entre les différents offres de mobilité sur les territoires. Nous travaillons déjà beaucoup sur chacun des territoires avec les prestataires, c'est extrêmement important. Deuxième chose, c'est effectivement la loi LOM. Alors il y a la preuve de covoiturage, on y travaille tous, mais il y a aussi la responsabilité qui va incomber aux collectivités de travailler sur le covoiturage, pour faire simple, pour aider les collectivités, enfin inciter, alors ça ne sera pas obligatoire, mais permettre, voilà, c'est ça le mot, permettre aux collectivités de prendre en charge le développement du covoiturage et de la multimodalité, enfin, de faire tomber l'autosolisme au maximum. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, là, par exemple, nous, on sort en début d'année le guide de l'autostop au quotidien, qui est financé en partie par la région Occitanie, qui va être distribué sur tous les territoires. Simplement, c'est pour montrer que c'est un mode de transport comme les autres, comme le vélo, comme l'autostop, enfin comme le bus, etc. Que c'est un mode courant et qu'il faut pouvoir l'utiliser simplement. Donc, travailler sur une autre image du partage de la mobilité, je pense que c'est essentiel. Très bien, merci Alain Jean. Et pour terminer, Pierre Taillant, vous souhaitiez ajouter un petit mot? Juste, merci. Juste un tout petit mot. Vous savez que l'ADEME en tant qu'opérateur du ministère, porte les différents appels à projets qui sont en cours, que ce soit sur le vélo, sur French Mobility, et qu'on contribue activement, en tout cas à travers ces appels à projets, à construire et à capitaliser aussi sur ce qui va se faire, ce qui se fait et ce qui va se faire. Également dans le cadre du laboratoire de la mobilité inclusive que WeMove a contribué à créer. Voilà, nous travaillons à cette capitalisation sur ce que nous avons appelé les territoires à mobilité inclusive. L'article 6 de la future LOM sur la mobilité solidaire va proposer des plans de mobilité solidaire. Maintenant, il va falloir y trouver du contenu, y trouver de l'incitation, y trouver de l'animation. On voit bien que les attentes sont très fortes sur les territoires et de la part des différents acteurs et opérateurs, et c'est le travail des prochains mois et qui est passionnant malgré tout. Exactement, encore beaucoup de travail à faire, mais c'est bien lancé. Merci beaucoup aux intervenants de cette deuxième table ronde. Nous avions donc Pierre Taillant de l'ADEME, Olivier Schneider pour FUB, Violaine Magnien d'Atchoum, Alain Jean Réseau Pouce, et merci à Mathieu Orphelin, député donc au Maine-et-Loire.